Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, un sentiment qui progresse du côté des chefs d'entreprise, du côté des directeurs d'achat. Plus précisément, on a pu constater ce matin à travers les enquêtes PMI, la première estimation des enquêtes PMI réalisées auprès des directeurs d'achat pour le mois de mars, une amélioration globale. Oui, les PMI sont bons, ils sont très bons sur la partie manufacturière. On tutoie même des sommets en termes de rythme d'activité pour la production manufacturière en Allemagne, par exemple. Mais on peut noter également une stabilisation, une moindre dégradation, voire une timide amélioration pour la partie des services. C'est vrai en Europe, c'est très vrai aux États-Unis, avec un PMI service aux États-Unis qui est revenu sur le niveau de 60, ce qui est quand même un rythme très élevé d'activité pour l'économie américaine, en l'occurrence. L'activité économique en zone euro également a renoué avec des niveaux d'expansion au mois de mars. On est content de ces chiffres, bien sûr, même si on constate une accélération des restrictions sanitaires depuis ces derniers jours, ces dernières semaines, qui pourrait peser encore sur le sentiment et sur le moral pour quelques semaines au moins. Le chef économiste de la BCE nous disait en début de semaine, Philippe Lane, ce trimestre sera un long trimestre. Voilà comment le chef économiste de la Banque Centrale Européenne résumait la situation. Sur le plan sanitaire. Intéressant de noter quand même le rétropédalage d'Angela Merkel en Allemagne, qui a annulé son projet de confinement strict pour le week-end de Pâques sous la pression des dirigeants des 16 Länder allemands. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, on verra. En tout cas, Angela Merkel a décidé de garder le niveau de restriction actuel et de ne pas aller au-delà pour l'instant. Les marchés en ont pris acte, sans que ce soit un enthousiasme délirant sur les places boursières européennes, notamment aujourd'hui. On réussit à se maintenir autour de l'équilibre en clôture. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct. On parlera de tous ces sujets de marché, bien sûr, avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, sera consacré ce soir au thème des biotech. Nous en parlerons avec Sacha Pouget, spécialiste et directeur associé de Calisté Biotech Advisors, qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Les infos clés du jour sur les marchés, c'est chaque soir dans Smart Bourse, après la clôture des bourses européennes. Et c'est Alix Nguyen qui nous accompagne aujourd'hui depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 clôture proche de l'équilibre ce soir à 5 947 points, en hausse de 0,03%. La bourse de Paris efface quasiment ses pertes grâce à trois facteurs. Le changement de cap d'Angela Merkel, d'une part. La chancelière abandonne son projet de confinement strict, un confinement qui était prévu autour du week-end de Pâques. Deuxième facteur, le retour de la croissance du secteur privé en zone euro. Et puis le rebond de Wall Street en ouverture. Ces facteurs réunis ont permis de diluer les craintes quant à une troisième vague. Aux États-Unis, Jérôme Powell et Janet Yellen reprennent leur témoignage et cette fois ça se passe devant la commission bancaire du Sénat. Pour rappel, la secrétaire au Trésor évoquait hier devant le Congrès la possibilité d'augmenter les impôts afin de combler le déficit budgétaire. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se tend légèrement. Sur le front du pétrole, les prix rebondissent après avoir considérablement baissé en raison d'une forte augmentation des stocks hebdomadaires aux États-Unis, mais également du fait de l'interruption du trafic sur le canal de Suez, un blocage dû à l'échouement d'un porte-conteneurs géant. Le déblocage pourrait prendre jusqu'à 3 jours. Sur le plan des indicateurs, c'est donc le retour de la croissance dans le secteur privé de la zone euro. L'indice PMI composite établi par IHS Markit a progressé de 4,7 points à 52,5 en version préliminaire de mars, stimulé par sa composante manufacturière qui a atteint un record à 62,4. Le secteur des services reste cependant sous le seuil des 50 points à 48,8 malgré un léger mieux par rapport à février. Toujours d'après Markit aux États-Unis, l'accélération de l'activité dans les services a atteint un pic de 6 ans et demi à 60 points en mars. L'activité manufacturière, elle, a poursuivi sa progression à 59 points.
Du côté des valeurs, Carrefour rachète Grupo Big, le numéro 3 de la distribution au Brésil. Il s'agit de l'ancien Walmart Brasil que le fonds Advent a racheté en 2018. L'ensemble pèse 3,8 milliards d'euros. Advent et Walmart qui ont donc préféré une vente à une introduction en bourse. L'opération est réalisée par Carrefour Brésil. Intel a exposé sa stratégie visant à reprendre la place de premier fabricant mondial de puces électroniques. Ce nouveau plan stratégique s'établit à 20 milliards de dollars. Il prévoit aussi la construction de 2 nouvelles usines de fabrication en Arizona. Elon Musk, PDG de Tesla, a annoncé via Twitter qu'il acceptait désormais les paiements en bitcoins. Rien en revanche n'a été spécifié quant à la politique de prix. GameStop, qu'on ne présente plus, publie des résultats trimestriels décevants. Les ventes globales ont chuté de 3,3%. Le bénéfice par action, lui, est inférieur de quelques 8% aux attentes. GameStop affirme cependant que les ventes de ses magasins comparables ont augmenté de 6,5% lors des 3 mois achevés fin janvier. Les ventes en ligne auraient quant à elles augmenté de 175%. À noter que Jenna Owens, passée par Amazon et Google, rejoindra la société à la fin du mois en tant que directrice de l'exploitation. Tendance, mon ami, chaque soir dans Smart Bourse avec Alix Nguyen aujourd'hui depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chevalier est avec nous ce soir, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Zakaria Darwish de nous accompagner également. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Vous êtes gérant taux et crédit chez CPR Asset Management et à distance avec nous François Collet, gérant obligataire chez DNCA Investments. Bonsoir François. Merci beaucoup d'être avec nous. Commençons avec vous, François, le sujet des taux, évidemment. Jérôme Powell et Janet Yellen se sont exprimés encore aujourd'hui devant les membres du Congrès, la commission bancaire du Sénat, précisément. Qu'est-ce que vous retenez, François, à ce stade de la position et de la communication de la Réserve fédérale américaine, sachant qu'on est dans un dialogue de sourds, un bras de fer entre Powell et les marchés, puisque si on constate une accalmie sur les taux longs américains depuis quelques jours, on voit quand même que les investisseurs intègrent à horizon 2023 quelques hausses de taux directeurs de la Réserve fédérale américaine, là où la Fed continue de nous dire qu'il n'y en aura pas. Oui, effectivement, Grégoire. On a cette divergence qui est entre les marchés et la Fed, qui s'explique assez facilement en fait, pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est que le rôle des marchés, c'est d'anticiper, et donc le marché est souvent en avance par rapport à la Fed. Ça a été le cas lors du précédent cycle de hausse de taux. Ça a également été le cas lorsque la Fed a baissé ses taux en 2019 ou même en début d'année 2020. Où le marché anticipait déjà des baisses de taux de la Fed avant qu'elle ne le fasse. Mais la grosse différence, c'est effectivement le marché est là pour anticiper, alors que la Fed, elle a une attitude qui est beaucoup plus, je dirais, prudente. Elle attend de voir pour croire la reprise économique. C'est vraiment ça qu'il faut entendre dans le discours de la Banque centrale. Ils anticipent une croissance plus forte, puisque la Fed a révisé son objectif de croissance à 6,5% pour cette année. Donc ils attendent une croissance forte, mais ils attendent que cette croissance soit matérialisée dans les chiffres et que ce ne soit pas uniquement des anticipations, mais ils attendent la réalité des chiffres pour commencer à infléchir leur discours. Je pense qu'une fois qu'on aura vu la réalité de la reprise économique et qu'elle soit bien enclenchée, donc c'est-à-dire courant du deuxième trimestre, la Fed pourra commencer à discuter en interne de son exit stratégie et des modalités de sortie, donc, et qu'elle sera capable de nous annoncer cela sans doute au cours de l'été pour mettre en place possiblement un tapering en fin d'année. Et par la suite, peut-être qu'elle commencera à anticiper une première hausse de taux dès la fin de l'année 2023 et donc finalement se rapprocher de ce que pense le marché aujourd'hui. Alors le marché est peut-être un petit peu extrême par rapport à l'écart aujourd'hui entre les anticipations des marchés et ce que nous dit la Fed est très important. La vérité se situe sans doute quelque part entre les deux.
une nouveauté du côté de la Réserve fédérale américaine, François, c'est qu'elle a modifié quand même sa stratégie et sa fonction de réaction par rapport au cycle de hausse de taux précédent ou par rapport au mouvement de taux précédent. Il y a quand même l'idée que la Fed nous dit qu'elle ne fera rien pendant longtemps et qu'elle est prête à laisser l'économie surchauffer, peut-être au-delà de ce que le marché imagine. Est-ce qu'elle est crédible quand elle nous dit ça, la Réserve fédérale américaine, ou est-ce que le marché considère finalement que c'est du discours, mais que dans les faits, la Réserve fédérale américaine continuera d'agir comme elle l'a fait dans le passé ? Elle a deux objectifs, la Fed, c'est le plein emploi et l'inflation sous-jacente mesurée par le core PCE. La dernière fois qu'elle a fait un cycle de hausse de taux, il a commencé en décembre 2015. À ce moment-là, le taux de chômage était aux alentours de 5%, contre 5% aujourd'hui, mais n'oublions pas que la Fed attend 4,5% de taux de chômage en fin d'année. On devrait avoir des créations d'emplois très importantes au cours des prochains mois avec la réouverture de l'économie. Et en ce qui concerne le core PCE, à cette époque, fin 2015, on était aux alentours de 1,3% sur le core PCE. On est à 1,7 aujourd'hui. Donc j'ai tendance à dire que si la Fed devait calquer son cycle de hausse de taux sur le précédent, elle monterait les taux dès cette deuxième partie de l'année 2021. C'est évidemment pas à l'ordre du jour. Et oui, la Fed est crédible sur le fait qu'elle va rester accommodante pendant plus de temps que ce que n'anticipe, pendant plus de temps que lors de son cycle précédent, car sinon, elle devrait monter ses taux vraiment très très tôt. Après, de là à laisser filer l'inflation de manière très importante, Jérôme Powell nous a dit qu'il allait mettre en place des garde-fous et qu'il était bien conscient de ce qui s'était passé dans les années 60 et les années 70 et qu'il ne laisserait pas l'inflation déraper trop loin au-dessus de son objectif. Alors le trop loin, là est la question, et seuls les membres de la Fed connaissent la réponse. Le savent-ils eux-mêmes? J'en sais rien. En tout cas, c'est toute l'ambiguïté effectivement qui perdure aujourd'hui dans la communication de la Fed. Comment vous regardez cette situation, Zakaria, ce match entre les obligataires et Jérôme Powell aujourd'hui? Comment vous expliquez cet écart entre ce que projette la Fed à ce stade et ce que le marché anticipe? Comment cet écart peut-il se résorber? Comment la Fed peut-elle préparer au mieux une inflexion de sa politique monétaire à laquelle on s'attend? Je rejoins François, les marchés anticipent, mais peut-être anticipent un poil trop vite cette hausse des taux, parce que Powell est très clair sur son message. Effectivement, la Fed a un double mandat d'emploi et d'inflation, mais comme vous le soulignez, elle a complètement changé sa fonction de réaction. Elle dit, si mon objectif, c'est plus l'inflation à 2%, l'inflation, je dois la constater, et on parle bien sûr du core PCE, donc qui est l'inflation qui est amputée de beaucoup de facteurs volatiles qu'on penserait que cette année vont monter, mais on parle vraiment de l'inflation core, et dit je veux la matérialisation de cette inflation dans le temps. Et Powell a été très clair là-dessus dans sa conférence de presse, où il a eu la question, il a dit en fait une inflation qui monte à 2,5 cette année, mais qui reviendrait à des niveaux de 2% plus tard, ce n'est pas ça la persistance de l'inflation. Ils veulent vraiment voir, en général dans les marchés, on a peur que la Fed soit en retard sur la courbe, ce qu'on appelle en retard sur la courbe. Là, en fait, la Fed nous dit non, vous inquiétez pas, je vais être en retard sur la courbe. Je le dis. C'est ma stratégie. Voilà, c'est ma stratégie. C'est pas une erreur. Oui, exactement. Après, en fait, moi je trouve que la communication de Jérôme Powell aurait pu être beaucoup plus claire. Il y a un peu d'ambiguïté de dire c'est quand même une bonne nouvelle, les taux montent, donc c'est parce que les perspectives s'améliorent. Quelque part, il cherche à préparer sa stratégie de sortie de crise. Mais quand on pense à 2013, justement, 2013, c'était une catastrophe. Hein. Rappelons-nous Bernanke qui dit oui, c'est une bonne nouvelle. Finalement, il y a eu un krach obligataire. Il a dû rétro-pédaler, puis le marquer 3 mois plus tard dans un statement de la Fed pour dire nous ne monterons pas les taux. Et justement, ils ont dû monter les taux 2 ans et demi plus tard, alors que les conditions d'inflation n'étaient pas réunies. Donc,
on a l'impression que c'est une préparation de la part de la Fed pour une sortie de crise, mais c'est peut-être une fausse bonne idée parce que quelque part, elle paye en capital crédibilité. Ouais. Et là, je pense que dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, ce qu'on devrait voir, peut-être un scénario bis repetita de 2013, où la Fed viendrait souligner encore plus, justement, c'est que voilà, l'inflation. Parce que ce qu'il faut voir, ce qu'il va y avoir devant nous, c'est que l'inflation, les headlines, l'inflation globale. Global oui. va monter parce qu'on a eu une année 2020 catastrophique, les prix de l'énergie ont bien baissé, donc là il y a des effets de base qui font que l'inflation va ressortir à des chiffres incroyables, 2,5, 2,6, 2,7 et du coup il va bien falloir que la Fed clarifie vraiment sa position pour dire non mais en fait les 2,7 c'est transitoire, on pense que les éléments qui sont structurels ne sont peut-être pas encore là. Et du coup, il n'y a pas de hausse de taux à court terme et ça sera vraiment fin 2023 ou début 2024. Est-ce que, avant même de parler de hausse de taux, est-ce qu'il faut se préparer cette année à une inflexion du programme de rachat d'actifs, par exemple ? La Fed achète 120 milliards de dollars par mois, 80 milliards de treasuries. Est-ce que là, c'est aussi un sujet de marché, Zakaria ? Je pense là, ça va rejoindre, et on s'en réjouit pour l'économie américaine, le fait que Janet Yellen, donc ancienne banquière centrale, soit au Trésor aujourd'hui. Je pense qu'il y a une coordination de politique monétaire et politique fiscale, parce que le gros sujet, ça va être le financement de la relance fiscale. Il y a le budget à 1900 milliards, qui est voté et qui est quelque part budgété, mais le projet d'infrastructure, le deuxième projet à 3 000 milliards, sur lequel quelques chiffres commencent à sortir, là, il y a clairement un sujet de financement. Et donc, est-ce que la Fed doit avoir un impact quelque part sur les taux pour les maintenir sur des niveaux qui restent très favorables pour le financement? Et donc, on pourrait imaginer un changement de programme, par exemple, pour liquider des maturités, un sorte de programme twist. On liquiderait les maturités, on ciblerait plus les maturités longues pour éviter une quantification trop haute de la courbe des taux. On peut imaginer des choses de ce type-là à un horizon moyen. Mais cela, je le répète encore une fois, ça va dépendre de la politique fiscale, du deuxième programme et comment il va être financé. Bon, effectivement, c'est le sujet du jour, c'est ce plan d'infrastructure. Ça y est, on a une date, ce sera mercredi prochain, le 31 mars, à Pittsburgh. Joe Biden présentera donc son programme d'infrastructure, c'est Build Back Better, c'est ça, c'est le motto du plan Biden sur les infrastructures. Le chiffre, vous l'avez évoqué, 3 000 milliards de dollars, c'est le montant qui circule aujourd'hui. Tout ça nous donne quand même une stratégie de politique monétaire, de politique budgétaire ultra agressive, Sophie. Je ne sais pas comment vous regardez tout le charbon que les États-Unis sont en train de mettre dans la locomotive aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on appelle l'exceptionnalisme américain. C'est vrai que la capacité de réponse des États-Unis dans cette phase est exceptionnelle, lui donne bien entendu un avantage majeur dans le pilotage de cette crise et de la sortie de crise. Aidé effectivement par la coordination politique monétaire, politique budgétaire, avec à ce jour aucun dérapage. Je ne suis pas persuadée qu'on puisse faire l'économie d'une normalisation obligataire qui passera potentiellement par une correction obligataire à un moment du jeu, mais pour l'instant c'est un sans faute. Donc, et ce sera pour la bonne cause. Ça se voit. Oui, ce sera. La bonne cause, en fait, quand on revient sur toutes ces questions de est-ce que la Fed fait bien, je pense que la Fed a aussi dans le viseur, alors certes, un taux de chômage qui paraît surprenamment bas, 4,5, mais c'est surtout une question de taux de participation. C'est-à-dire que le taux de participation reste extrêmement faible. Il a énormément baissé aux États-Unis. Et c'est ça que la Fed a dans le viseur. Et il ne peut pas y avoir des surchauffes des salaires, tant que le taux de participation n'est pas remonté. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont sortis de l'emploi, qui vont revenir en situation de demandeur d'emploi, donc ils vont essayer de rejoindre le marché de l'emploi. Et ça, c'est un processus qui prend du temps, bien entendu. On l'a vu au moment de la sortie de crise 2008-2009. Donc, et on n'a pas eu de tension salariale réelle dans les 10 années qui ont suivi. Donc, même si le taux de chômage facial baisse beaucoup, c'est pas si évident. Donc la Fed est bien dans cette optique-là. Mais le marché normalisera bien avant, et le marché a déjà commencé sa marche de normalisation. Ouais.
Ce qui est frappant quand même quand on regarde la stratégie américaine, on en parlait hier, alors, c'est pas nouveau, mais il y a l'idée d'effacer ce narratif de stagnation séculaire. Ça, on n'en veut plus. On a vécu avec peut-être un policy mix sous-optimal ces dernières années. Ça, aux États-Unis, le constat est très clair là-dessus. On n'en veut plus. On veut reconstruire le potentiel de croissance avec évidemment, il faut en parler, la Chine en ligne de mire. C'est-à-dire que derrière, il y a cet affrontement séculaire avec la Chine et l'idée qu'on ne veut pas être rattrapé par la puissance chinoise. C'est comme ça qui guide la stratégie américaine aujourd'hui, Sophie. Alors, deux constats, peut-être un constat sur la sortie de stagnation séculaire et l'enjeu climatique. Il y a peut-être une légère contradiction. Mais je ne doute pas que les États-Unis aient envie d'en sortir. Enfin, tout le monde a envie d'en sortir, parce que la stagnation séculaire, donc une faible croissance durable... Il y a ceux qui se donnent les moyens de le faire et ceux qui ont peut-être moins de moyens pour le faire. Bien entendu, on peut amorcer la pompe très très fort, mais il n'est pas certain que ce soit durable. Parce que derrière le ralentissement du potentiel économique, il y a aussi d'autres enjeux qui sont des enjeux démographiques. Enfin bon, c'est pas qu'une question de volontarisme. Et puis après, effectivement, il y a tout ce débat. Moi, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est finalement la position de Joe Biden vis-à-vis de la Chine. Parce que c'est vrai quand on parlait en amont de l'élection, on se disait la situation sino-américaine sera plus prédictible. Personne disait que ça allait franchement se détendre, mais on disait que ça sera plus prédictible. Et en fait, la situation ne bouge pas d'un iota. Mais vraiment, et voire se détériore. Donc là où potentiellement on pouvait imaginer des baisses de droits de douane, donc le secrétaire d'État Blinken a bien dit que non, c'était pas du tout un débat. Bon, alors aujourd'hui, il y a des postures. C'est vrai qu'il y a des postures politiques. Le gouvernement est en train de prendre ses marques, il est en train de voir quelle est sa latitude. Mais c'est sûr que le sentiment anti-chinois est très fort aux États-Unis, de plus en plus fort, et voire, c'est bien entendu, durci avec le Covid. Puisque... ça vient de Chine. Ça vient de Chine. Enfin... Moi, je ne dis pas ça, mais c'est le narratif. En tout cas, l'humain, de toute façon, aime bien trouver un coupable. Donc là, le narratif est facile à mettre en place. Et ça veut dire pour les investisseurs, parce que je me souviens que pendant toute la période Trump, US-China, c'était le risque numéro 1 qui restait numéro 1 pendant très longtemps dans les classements faits par sondage auprès des investisseurs. La pandémie maintenant est derrière nous, en tout cas aux États-Unis et en Chine, et donc ce risque, cet affrontement séculaire redevient un risque premier pour les investisseurs, Sophie ? Alors c'est un risque très important pour les investisseurs émergents. D'ailleurs, ça n'a jamais été un problème pour les investisseurs américains. Donc, ce n'est pas un problème pour le marché américain, c'est un problème pour les marchés émergents. Quand on regarde le MSCI émergent, donc les grands indices émergents, 40% c'est la Chine. Donc, et il y a plein de courants de différentes natures qui font que la Chine pourrait devenir relativement ininvestissable pour les étrangers. Si on pense aux entreprises américaines aux entreprises chinoises cotées aux États-Unis, qui vont devoir se mettre en conformité avec les demandes américaines, mais qui ne peuvent pas le faire parce que la législation chinoise ne les autorise pas à le faire. Il y a une complexité évidente. Et c'est vrai que le durcissement, parce que c'est un durcissement, ça m'embête de l'admettre, mais c'est un durcissement, le durcissement du régime chinois depuis l'arrivée en 2014 de Xi Jinping n'a pas du tout facilité l'évolution des relations. Et puis derrière tout ça, il y a la volonté d'hégémonie technologique américaine. Et donc on est plus dans une logique de compétition maintenant qui se durcit extrêmement fort entre la Chine et les États-Unis. Donc on voit effectivement pas d'issue favorable. Et donc du point de vue de l'investissement dans les émergents, c'est une véritable complexité puisque finalement Asie, Chine, Corée, Taïwan, c'est 66% de l'indice, donc quasiment 70% de l'indice. Donc voilà, on parle de ça. Après, les autres pays qui ont un intérêt, pris indépendamment les uns des autres, rencontrent aussi des difficultés. Donc on a vu la hausse de taux au Brésil, puis le limogeage du président Banque centrale. En Turquie, bien sûr. Oui, toujours les mêmes suspects habituels. Il y a eu aussi une hausse de taux au Brésil un peu forcée, etc. Donc ces pays rencontrent aussi des difficultés qui font que, du point de vue de l'investissement, la zone émergente est un petit peu complexe. Ce qui a été un super trade de 2020... C'est une histoire qui appartient au passé, vous dites aujourd'hui. Oui, le super trade de 2020, c'était la résistance chinoise, quelque part. Le fait que la mouvance asiatique était bien meilleure, finalement, que ce que nous, on pouvait vivre en Europe, ou même opérationnellement aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est un peu derrière nous, parce que l'impulsion
budgétaire en Chine est derrière nous, et l'amélioration des perspectives de résultats, elle est en train de s'éroder aussi au fur et à mesure. Donc ce qui fait, c'est un marché très momentum, le marché chinois. Donc ce qui fait la dynamique potentielle du marché des actions chinois est en train de reculer. Et 10-15% de baisse sur les indices boursiers chinois, c'est pas pour vous un achat évident, immédiat à ce stade? Non, c'est pas suffisant, parce que si on fait la conjonction du ralentissement du momentum économique, du risque des relations internationales, et puis de la campagne anti-monopole qu'est en train de mener le gouvernement chinois contre les fleurons du e-commerce en Chine, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font que le marché n'est pas si attrayant que ça. Ouais. François Collet, je veux bien qu'on revienne quand même au plan d'infrastructure américain, mais je sais que les émergents vous intéressent aussi sur le plan de l'investissement, mais ce plan d'infrastructure qui va être dévoilé la semaine prochaine, détaillé, alors ça va être une annonce très politique dans un premier temps, mais c'est un signal qui sera un signal fort, j'imagine. Qu'est-ce que vous en attendez, François ? Je pense qu'il va falloir du temps avant de savoir ce qu'il en est vraiment. On a aux États-Unis une majorité démocrate qui est très faible, qui tient un fil, avec des progressistes d'un côté qui veulent un plan de relance très important, des centristes de l'autre côté qui sont inquiets du financement de ce plan. Je pense que Joe Biden, en tout cas, il a laissé entendre qu'il chercherait à avoir un accord bipartisan pour montrer que lui est capable de rassembler l'Amérique, chose que n'a pas su faire Donald Trump. Donc il devrait essayer en tout cas dans un premier temps de rassembler de récupérer certains votes républicains pour réussir à avoir une majorité avec les républicains et d'avoir 60 sièges au Sénat. Et pour ça, je pense que le plan qui sera annoncé la semaine prochaine, ou qui sera proposé la semaine prochaine, est une posture de négociation vis-à-vis des républicains, et qu'au final, le chiffre qui sera débattu, le chiffre d'atterrissage sera bien inférieur à ça, et qu'on peut s'attendre à quelque chose comme 1,5 ou 1500 ou entre 1500 et 2000 milliards de dollars, puisque les républicains modérés ont eux en tête un plan à 1000 milliards de dollars. Il essaiera à partir de la mi-avril de faire voter ce plan bipartisan. S'il échoue au cours de la deuxième partie du mois d'avril et du mois de mai, il aura la possibilité d'essayer de faire passer un plan uniquement démocrate de plus grande ampleur, mais je pense que dans un premier temps, il va tenter un plan qui sera plus faible. Autre chose qu'il faut qu'on ait en tête, parce qu'on parle de chiffres très importants comme ça, ces 3 000 milliards de dollars, si ça devait être le cas, j'ai plutôt tendance à penser que ce sera moins, qu'on sera aux alentours de 1500 à 2000 milliards de dollars, ce sera étalé sur 5 ans, d'une part. D'autre part, ce sera sans doute financé par des hausses de taxes. Donc ce n'est pas du tout la même chose que les 5 300 milliards de dollars qui ont déjà été dépensés depuis un an et qui ont été de la relance immédiate pour l'économie. Là, on est sur quelque chose qui va être déjà beaucoup plus petit et qui va s'étaler sur pas mal d'années, un peu plus ce qu'on a l'habitude de voir chez nous en Europe. Donc tout ça pour dire que l'impact risque d'être bien moindre que celui qu'on aura par le premier plan de relance qui vient d'être voté par le Congrès américain. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en termes de timing, ça risque de prendre quelques temps avec la tentative de cet accord bipartisan, sachant que la deadline pour ce plan d'infrastructure, elle est au mois de septembre. Donc vous voyez, ça laisse une fenêtre de tir ou un feuilleton qui pourrait s'étaler sur plusieurs mois, avec finalement quelque chose qui aura un impact plus faible que les gros chiffres que l'on peut entendre aujourd'hui. Bon, Zakaria, vos commentaires sur ce plan d'infrastructure, et on comprend effectivement, il ne faut pas le mettre en équivalence avec les plans de soutien et de relance budgétaire. Ce sera sans doute beaucoup plus délayé dans le temps, avec un timing législatif peut-être plus compliqué et un effet moins percutant, on va dire, sur l'économie. Et alors, je lisais dans une excellente note des stratégistes de CPR Asset Management, il faut avoir en tête que l'État fédéral américain a assez peu de grippe, de levier en fait, sur les infrastructures qui appartiennent pour bonne partie d'entre elles aux États fédéraux.
fédérés en fait. Donc ça passe aussi par une négociation entre l'État fédéral, l'administration et les États fédérés qui sont les véritables exploitants souvent de ces infrastructures et propriétaires aussi de ces infrastructures. Exactement, et c'est ça qui fait que, au final, on n'a pas une mesure exacte du temps ni de la forme que prendra in fine ces dépenses infrastructures ou de façon plus générale. Quand on regarde le plan actuel, par exemple, des 1900 milliards, on l'a pas encore, les fonds n'ont pas encore été déboursés aux États. On leur a donné 60 jours de discussion pour formuler ce qui va être fait. Et c'est une négociation entre les trésors et les différents États. Et c'est la même chose du point de vue de l'infrastructure. Et donc, en fait, de façon plus large, là où je rejoins vraiment François, c'est que en fait, ce n'est pas fait. Et ça explique peut-être la posture de la Fed. C'est que ce plan à 3 milliards, il est loin d'être fait. Parce que d'une part, justement, il y a cette volonté de faire un accord bipartisan, mais aussi, il faut voir que la majorité démocrate, elle n'est pas acquise, parce que il y a un sénateur, le fameux Muchin, donc qui est démocrate, centriste, on ne sait pas trop, qui a fait capoter le salaire minimum à $15. Un démocrate modéré, mais qui n'est pas pour toutes les propositions du démocrate Biden. Il sent que c'est son heure de gloire. Ça. Et il est vraiment l'homme clé dans la situation pour assurer cette majorité. Et donc, si on a une majorité qui tient à si peu en pratique, on ne peut pas faire passer de gros plans. Peut-être que ça prendra du temps, peut-être que ça sera... je pense peut-être que ça sera saucissonné, c'est-à-dire qu'on passera en plusieurs étapes sur des choses qui font plus consensus. On voit que par exemple la taxation, elle ne fait pas du tout consensus. Bien sûr, c'est chez les Républicains, mais aussi c'est chez beaucoup de démocrates. On s'oriente plutôt que de ne pas augmenter les taxes sur les entreprises, mais plutôt uniquement sur les personnes très hauts revenus, plutôt renforcer les contrôles de fraude plutôt que d'augmenter les taxes. On voit que ce n'est pas encore fait. Et du coup, en termes d'impact sur la croissance et en termes d'impact sur l'inflation, on est quelque part dans l'incertitude. C'est pas quelque chose que le marché peut intégrer comme ça du jour au lendemain à partir du moment où c'est annoncé la semaine prochaine par Joe Biden. Ce sera plus compliqué que ça. Et ça prendra du temps. Oui. Mais même en termes de déploiement, donc il y a un lag qui est de décision, mais aussi un lag d'impact d'un point de vue dépenses réelles. Bon, gardez la parole pour nous dire un mot de la zone euro, Zakaria. Je vois qui est. Oui, depuis quelque temps, c'est très difficile de passer du commentaire sur les États-Unis au commentaire sur la zone euro. Donc, Philippe Lane nous dit que ça va être un long trimestre. C'est le chef économiste de la BCE. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Zakaria ? Malheureusement, quel que soit le tableau qu'on prend, on peut voir le verre à moitié plein. La campagne de vaccination est lancée. On a vu les chiffres de PMI d'aujourd'hui qui étaient positifs, qui sont en forte expansion, même surprenant à la hausse. Le composite passe pour la première fois depuis 6 mois en territoire d'expansion. Et il y a des choses positives dans la dynamique, mais on voit que la campagne est lancée, mais elle patine. Et justement, pas tiré de la comparaison avec les États-Unis, 120 millions de doses administrées aux États-Unis. En France, on est à 8 millions, donc rapporté à la population, donc on a le 1/3 versus à peine 10%. Et donc ça pèse fortement sur les services. On voit que les services sont toujours en cours de contraction. Les nouvelles mesures qu'on voit, bien sûr en France, mais aussi en Allemagne, l'extension en Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, tout ça motive pour dire que ça va être un trimestre qui est compliqué. La chose positive qu'on peut souligner, c'est que la BCE a bien fait le job, à garder les taux d'intérêt bas. Ça, c'est plutôt une bonne chose. La deuxième chose, c'est la consolidation au sein de la zone euro. C'est-à-dire que dans un sentiment de marché qui est dégradé, on a plutôt tendance à voir les taux d'intérêt, les taux d'emprunt des pays périphériques, en particulier l'Italie, partir dans le décor. Là, ce n'était pas du tout le cas. On voit que la Banque centrale joue son rôle. Elle permet le financement et elle permet le financement de tous les pays de la zone pour faire de la relance fiscale. La relance fiscale reste quand même, il y a des choses qui ont été votées, mais ça reste très timide. On est trop timide. On est clairement, il y a clairement un mismatch entre ce que nous apporte la politique monétaire.
en termes de marge aussi d'action, et ce qui est réellement fait au niveau de la zone sur des plans de relance, sur des budgets à 7 ans qui sont hyper difficiles à mettre en place, sur lesquels les projets sont retoqués, il y a des discussions très politisées et qui prennent beaucoup de temps à se mettre en place, et donc dont l'impact sera visible dans quelques années. La chose qu'on voit en fait ressortir de plus en plus, peut-être le salut sur le long terme, viendrait peut-être de l'économie verte. On voit des choses qui sont... on a eu l'annonce de Volkswagen pour justement accélérer son programme d'achat. Volkswagen, c'est quand même c'est une très grosse capitalisation, c'est 25% des parts de marché en zone euro. Quand il dit qu'il passe à l'électrique, ça crée des emplois, ça crée de la dépense d'infrastructures et ça améliore la technologie, donc tout ce qui est bon pour la croissance à long terme. Et ça, si on voit ce mouvement-là s'accélérer, c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour la zone. Sophie Chevelier, quand on parle de la zone euro, quand il s'agit d'investir en Europe, est-ce que l'espoir est la seule stratégie qu'on peut avoir, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, ou est-ce que c'est un cas d'investissement qui présente encore de l'intérêt ? C'était le cas d'investissement qui avait tout pour plaire en début d'année, et j'ai l'impression qu'en 3 mois, on en est quand même un peu revenu. Même si les indices boursiers n'ont pas démérité. Voilà. Alors, on a effectivement une pause. On a une pause, et cette pause coïncide avec la lenteur. Chaque mot est choisi aujourd'hui quand on parle de la situation en zone euro. Non, mais ça montre bien l'inconfort qu'on a un peu tous à commenter. Oui, non, donc effectivement, on a une pause boursière en Europe qui coïncide avec la pause de la vaccination. Moi, je pense que c'est juste une question de patience. J'aurais pas un jugement aussi sévère, dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui ont été faites en France en Europe au niveau national. Alors c'est vrai que les chiffres collectifs sont toujours hyper décevants. C'est sûr que quand on annonce un plan de 750 milliards sur 10 ans qui sera déboursé, bon, ça, il faut oublier. Et c'est pas ça la dynamique française. La dynamique française, c'était le fait qu'on peut mettre en place du chômage provisoire, qu'on a des réponses qui sont rapides. Et on en discutait hors antenne. C'est vrai quand même en France, même si c'est pas ce qui ressort le plus souvent des discussions, le niveau de vie des ménages n'a pas baissé. Il est maintenu. Bien sûr. Tout a été préservé. Et c'est quand même un tour de force. Oui. C'est quand même un tour de force. Maintenant, c'est vrai que ça a été fait. Alors, c'est le cas en France, ce n'est pas le cas en Italie, ce n'est pas le cas en Espagne. Mais c'est quand même... Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau national qu'on peut quand même reconnaître. Et les entreprises ne vont pas si mal en Europe. Et ça veut dire que l'intensité de la reprise, quand la réouverture sera là... Le taux d'épargne a explosé. Le taux d'épargne des ménages a explosé. En France, le taux d'épargne est toujours relativement élevé. On a 15%. Normalement, là, on est passé à plus de 30%. Donc, s'il y a dans ce taux d'épargne, il y a une épargne de précaution, mais pas que. Et donc, il y a vraiment une épargne de contrainte qui vient du fait que les gens ne peuvent simplement pas sortir. Donc, pour moi, c'est plus une question de patience. Et je pense que les chiffres aujourd'hui de la reprise dans les services en Grande-Bretagne étaient extrêmement encourageants. C'est le pays en Europe qui a effectivement mieux géré sa campagne vaccinale, bon, pour des raisons dont on peut débattre pendant des heures, mais enfin, en tout cas. Et effectivement, ce qu'on observe, c'est que quand la campagne vaccinale avance, eh bien, les services reprennent et les gens consomment et les gens sortent, etc. Donc c'est également ce qui nous attend. Et c'est vrai que Philippe Lane le dit très bien, ça va être long. Le T2 est long, mais on arrivera au bout du 2e trimestre à un moment. Et boursièrement, effectivement, au début d'année, envolée des cycliques par rapport aux défensifs. Et là, depuis une quinzaine de jours, très forte surperformance des défensives, avec effectivement un retour en arrière des cycliques. Je crois qu'en performance relative, on a lâché à peu près pas loin de 10% de perf relative quand même. Ouais. Donc c'est un mouvement qui a été très très rapide. Mais ça ne veut pas dire que cette rotation est terminée. D'accord. Voilà. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a encore de la place, parce qu'il y a encore de la place. D'accord. Voilà. C'était ma question en fait. Bien sûr. Le stay-at-home a été massivement joué. Avec les vaccins, on a joué la réouverture, le cycle. Voilà. Est-ce qu'on était au bout de cette histoire ou pas ? Non. Mais je voulais sortir du Europe bashing. Oui, mais voilà. Avec grand plaisir. Parce que on essaye tous de naviguer, de serpenter pour pas tomber dans l'Europe bashing. Pas de souci. La cohésion européenne toujours un peu décevante, mais malgré tout, le cycle reprend et il va reprendre malgré ça. Bon, malgré nous. Après, juste quand même, petite aparté, Zacharia, je vous laisse commenter, mais on parlait des États-Unis tout à l'heure. Non seulement les États-Unis, c'est ce qu'on voit sur les
perspective économique. Non seulement les États-Unis retrouvent le niveau de PIB de 2019, nous aussi, on va retrouver le niveau de PIB de 2019 un jour. Oui, mais sauf que les États-Unis ne s'arrêtent pas là. C'est-à-dire que les États-Unis, l'an prochain, ils retrouvent la trajectoire de création de richesse qu'ils avaient avant la crise. C'est-à-dire que c'est ça le vrai output gap. C'est quel niveau de richesse on aurait atteint si on n'avait pas traversé cette crise. Les États-Unis, non seulement ils vont le retrouver, mais ils vont le dépasser. Et ça, nous, cet horizon-là, en Europe, nous disent les économistes, c'est un horizon qu'on n'a pas. Bon, voilà. Non, mais pour regarder quand même les choses en face, Zakaria. Oui, juste 2 points en plus, effectivement, c'est quand on compare par rapport aux États-Unis, les États-Unis, effectivement, par exemple, si on regarde en France, je suis complètement d'accord, les mesures pour compenser la crise sanitaire actuelle ont été très fortes et très vite déployées. Et ça, on n'en peut que s'en réjouir. Comme aux États-Unis, sauf que les États-Unis, pareil, ils ne s'arrêtent pas là, ils relancent avec un plan de relance. C'est quelque chose qu'on fait, mais qui est beaucoup plus modeste, beaucoup trop timide par rapport à l'économie. Nous, l'ambition, c'est de revenir à la situation d'avant. On a l'impression qu'aux États-Unis, l'ambition, c'est justement de sortir de la situation pandémique, de sortir de la situation d'avant et d'aller encore plus loin. Sachant que eux, leur croissance potentielle, c'est 1,9-2%. Donc la tendance à long terme, c'est 2% de croissance par an. En zone euro, c'est malheureusement autour de 1. Donc il y a des choses à faire. Et aussi en termes de performance des actifs, on voit aussi que ce passage cyclique défensif aux États-Unis, zone euro, il y a les taux aussi qui arrivent en même temps. C'est-à-dire que en Europe, les taux ont monté. Du coup, le secteur bancaire, par exemple, a bien performé. Les taux, alors qu'aux US, le Nasdaq a fortement souffert et les valeurs techno en général. Les taux rebaissent en zone euro, les bancaires sous-performent. Et du coup, on retrouve la surperformance des États-Unis. Donc, on a l'impression aussi que c'est devenu les taux, en tout cas sur la partie, le temps restant. C'est les taux qui pilotent la performance des actifs. Clairement. Et c'est pour ça aussi que les banques centrales, justement, surtout aux États-Unis, on ne peut pas faire n'importe quoi sur les anticipations. On ne peut pas ignorer les anticipations des taux à court terme. Ouais. Bon, François Collet, on va conclure avec vous sur la zone euro. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à la discussion sur la stratégie européenne, de la Banque centrale, des États sur le plan budgétaire ? Bon, je pense que tout a été dit sur la zone euro et que vous avez assez bien résumé les choses. Je dirais quand même que on a la perspective de plus de croissance. Cette perspective de plus de croissance, elle n'est que repoussée. Effectivement, le plan de relance est moins important que celui qui est fait aux États-Unis. Néanmoins, il faut voir qu'il a pour but de relancer la croissance potentielle, chose qui n'est pas le cas du plan de relance américain. Il faut y adjoindre les plans de relance qui sont faits par les divers gouvernements nationaux également. Et enfin, dernier point pour faire la comparaison avec les États-Unis et le fait qu'effectivement ils comblent leur output gap plus vite. Attention avec les comparaisons avec le précédent cycle. Le précédent cycle a été l'un des plus longs qui a existé, on en parlait en 2019. Mais c'était également l'un des plus lents. Ce cycle est l'un des plus rapides, puisqu'on est sur un rythme de croissance qui va être aux alentours de 6,5 cette année. Ça risque en contrepartie d'être l'un des plus courts. Les États-Unis leurs plans de relance ont été très importants pour relancer la demande, notamment par les chèques aux ménages. Ils font en tout cas pour l'instant pas grand-chose pour ce qui est de l'offre. Et vous savez qu'à moyen terme, la croissance, elle est dictée par l'évolution de l'offre, par l'évolution de la production et de la productivité. Et là-dessus, je ne vois pas forcément d'amélioration sur la conjoncture américaine. Et donc finalement, ce cycle pourrait être beaucoup plus court parce que la hausse de la demande va finir par se confronter à une offre qui va être capée aux États-Unis. Donc effectivement, aujourd'hui, il vaut mieux être du côté américain que du côté européen. Mais il est possible qu'au cours du deuxième semestre de cette année ou du premier semestre de l'année prochaine, la balle est changée de camp. Bon, intéressant débat à poursuivre, évidemment. Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. François Collet, gérant obligataire chez DNCA Investment, Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management et Zakaria Darwish, gérant taux et crédit chez CPR Asset Management, qui étaient les invités de Planète Marché dans Smart Bourse ce soir sur Bismart.
Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir aux biotech. Et le spécialiste Sacha Pouget qui est avec moi en plateau. Bonsoir Sacha, merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur associé chez Calisté Biotech Advisors et vous venez régulièrement parler justement de ce thème de marché important, hein. On regarde les choses globalement avec vous là sur ce début d'année 2021. Partons tout simplement déjà des performances boursières qu'on peut observer pour le marché des biotech dans son ensemble, hein, c'est-à-dire dans les grandes zones géographiques qu'on peut suivre, les États-Unis, l'Asie et puis l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut constater déjà des performances boursières sur ce début d'année, Sacha ? Alors on constate un très bon début d'année, un petit peu dans la même tendance qu'on avait pu observer en 2020. En 2020, les biotech mondiales, les 1100 que nous suivons au niveau mondial, avaient progressé quand même de 64%. Ouais. Alors cette année, depuis le début de l'année, dans le monde, sur ces 1100 biotech, on est en moyenne en progression de 16%, alors avec des performances contrastées selon les régions. L'Asie est en petite baisse, alors somme toute très modeste. La région asiatique perd 1%. Ensuite, l'Europe est dans la moyenne. Alors, on est en hausse de 17% en Europe, avec, pareil, alors des contradictions selon les pays, hein. On a quand même la Pologne, qui est le bon élève et une bonne surprise aussi, un territoire émergent qui fait qui progresse beaucoup ces dernières années, avec des acteurs comme Mabion, par exemple, qui va faire la production pour des vaccins Covid de Novavax, un américain. On a aussi une autre société, Convadian, qui, elle, a signé un partenariat avec Galapagos dans la fibrose pulmonaire pour 380 millions de dollars, donc de belles sociétés. Ces sociétés polonaises progressent en moyenne, il y en a une quinzaine, de 51% cette année. Ensuite, on retrouve le Danemark aux alentours de 35%. On retrouve également l'Espagne qui est en hausse de 30% depuis le début de l'année. Ensuite, le Royaume-Uni aux alentours de 20%. Et puis la Suède, environ 15% depuis le début de l'année. Attendez, un mot de la Pologne. C'est la première fois que je vous entends parler de la Pologne comme étant un marché émergent sur le plan des biotech. On parle souvent de la Suisse, du Royaume-Uni, de la France, la Suède. Enfin, tous ces pays-là, on sait que les écosystèmes biotech sont bien installés aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en Pologne, Sacha ? C'est un territoire très méconnu. Alors déjà, la bourse de Varsovie se porte plutôt bien. Elle est recherchée par les investisseurs de manière générale. Mais aussi, ils ont à disposition de très bonnes biotech. Je le disais, avec des partenariats qui ont été faits de manière très significative avec des acteurs très importants. Donc c'est une place émergente qu'il faut suivre. Bon, il faut dire quand même que sur les 2 dernières années, depuis 2019, ces 20 sociétés environ ont progressé de 635%. Donc c'est pas rien, mais disons qu'elles arrivent à un niveau semblable à leurs pairs européens, ce qui est plutôt étonnant. C'est un pays qui compte aujourd'hui. Non, la Pologne est un pays qui compte clairement dans le milieu biotech. Et je vous le confirme, et je pense que ce n'est pas fini. Très intéressant. Bon, que peut-on dire de la France spécifiquement sur le plan des performances boursières, toujours de notre segment biotech français, Sacha ? Alors sur la France, on est en hausse de 12%, donc on est dans le milieu de classement européen, on va dire. On avait connu une très bonne année 2020, là aussi on avait progressé en France en moyenne de 75%, donc c'est quand même un bon démarrage. On a surtout des volumes, Grégoire, qui ont bien progressé, puisque sur la même période de 2020, on était en moyenne sur une volumétrie de 52 millions d'euros en moyenne par séance sur nos biotech françaises. Là, on est aux alentours de 100 millions d'euros. Donc on a déjà doublé en termes de volumétrie par rapport à ce qu'on avait pu constater l'année précédente. Et puis on a vu aussi apparaître des introductions en bourse qui ont été sursouscrites de la part de Médésis 8 fois de sursouscription, et également de Ferrecides qui a été sursouscrite 4,5 fois. Donc il y a un appétit pour le risque. En période de risk-on, ce n'est pas très étonnant, mais on va dire que ces opérations sont la manifestation d'un signal porté de la part des investisseurs qui s'intéressent toujours au secteur. Bon, et on peut imaginer là sur le front des introductions en bourse que d'autres candidats soient prêts à franchir le pas au cours de cette année 2021 ? Tout à fait, c'est ce qu'on peut entendre ici et là, c'est-à-dire qu'il y a des projets d'introduction qui devraient se poursuivre tout au long de l'année. Il y a déjà des dossiers qui sont en cours de réflexion. Donc je pense que ça ne va pas s'arrêter à la fois sur l'aspect biotech, mais aussi sur l'aspect medtech. Il devrait y avoir d'autres projets d'introduction en bourse sur ce secteur. Bon, ce qui nous amène à la question du financement, et ça, là-dessus, ça fait plusieurs mois que vous nous le dites, Sacha, s'il y a un enseignement à retirer de l'année 2020 pour les biotech françaises, en l'occurrence, si on reste sur notre marché domestique, c'est qu'elles n'ont eu aucun problème de financement, et même elles se sont financées et refinancées, pour certaines d'entre elles, peut-être pour plusieurs années.
Voilà, c'est le côté rassurant véritablement de 2020. On est d'ailleurs sur la même dynamique en 2021. Alors, en 2020, ce qui s'était passé, on avait levé pour la première fois plus d'1 milliard d'euros sur le secteur biotech en France. 1,33 milliard pour être très précis, c'est du jamais vu et surtout cela va permettre de sécuriser leur financement et faire en sorte qu'elles puissent développer leur programme. On sait qu'on est sur des cycles longs et coûteux lorsqu'on développe un médicament. Donc depuis le début de l'année, finalement, on est sur une même dynamique, peu ou prou par rapport à l'an passé. On a levé 150 millions d'euros en 19 opérations, dont deux introductions, comme je le disais précédemment. Donc on est sur une bonne dynamique. Souvent en mars-avril, on constate que c'est vraiment la période fatidique pour le lever des fonds. D'ailleurs, on s'en rend compte un peu sur le graphique. On devrait assister dans les semaines qui suivent à d'autres opérations. Et je pense que ce sera également un succès de la part des investisseurs qui vont rechercher ces financements. Bon, introduction en bourse, financement, opération financière, opération de M&A. Est-ce que là aussi, on trouve une dynamique particulière en ce moment, alors au niveau mondial, en tout cas sur les grands marchés de biotech que vous suivez, Sacha ? Alors, on constate... alors, là, pour le coup, sur l'aspect M&A, fusion-acquisition, on est plus sur une moyenne... un rythme de croisière. Un rythme de croisière, j'ai envie de dire. Alors, il y a quand même quelques tendances, c'est que depuis le début de l'année, il y a eu 6 opérations. 6 opérations, 6 rachats de biotech cotées en Europe et aux États-Unis pour une valeur totale de 15 milliards de dollars. Finalement, c'est la même tendance que les années précédentes, rien de nouveau. Par contre, ce qu'on constate, c'est finalement 2 aires thérapeutiques qui sortent du lot. Tout d'abord, les maladies rares, mais aussi l'oncologie, qui capte environ 60%. Alors c'est marrant d'ailleurs, du reste, que ce soit pour les IPO ou alors pour les rachats, elle concentre ces 2 aires thérapeutiques, maladies rares et oncologie, 60% des rachats et des introductions en bourse. Donc il y a un véritable appétit de la part des investisseurs, mais aussi des industriels pour ces 2 aires thérapeutiques. Et depuis le début de l'année, on a aussi des acteurs qui sont à la manœuvre, comme Gilead, mais aussi Amgen, qui ont racheté des sociétés. Et je pense que, on est encore qu'au début de l'année, mais je pense que ça va se poursuivre dans les mois et dans les mois qui viennent. Ouais. Bon, vous avez cité 2 grosses biotech américaines, Gilead, Amgen. Alors, je comprends que l'écosystème biotech au niveau mondial se porte plutôt bien. On l'a vu à travers les indicateurs que vous nous avez apportés. Après, chacun vit dans des mondes différents. C'est-à-dire que le monde des biotech aux États-Unis et le monde des biotech en Europe, il faut regarder aussi le monde des biotech en Asie. On est dans des tailles, dans des ampleurs de valorisation qui sont complètement différentes. Et ça, là aussi, c'est quelque chose que vous nous rappelez en permanence, Sacha. Mais l'écart ne se résorbe pas. L'écart de valorisation qu'on peut avoir dans le monde américain ou le monde asiatique par rapport au monde européen, ce sont des écarts qui au mieux se stabilisent, voire se creusent encore peut-être. Tout à fait. Alors, on voit au fil des années, de toute façon, on a toujours constaté un gap de valorisation entre les valeurs biotech françaises, européennes, versus les valeurs biotech américaines, pour plusieurs raisons. Bon, ils ont leurs fonds de pension qui aussi investissent beaucoup en bourse. Ils ont aussi la culture de boursière que nous n'avons pas forcément en Europe. Donc, ils ont un temps d'avance. On constate, d'après nos chiffres, qu'ils ont généralement 10 ans d'avance sur ce plan-là. Après, nous, en termes de rattrapage, ce qu'on peut faire, c'est peut-être avoir une politique volontariste en Europe pour faire en sorte de flécher l'investissement des Européens vers ces secteurs innovants pour faire en sorte qu'on puisse les rattraper, parce que là, véritablement, un gap se forme. Et notamment au niveau des licornes. Les licornes biotech qui sont véritablement un enjeu crucial. Oui, c'est ça. C'est pas juste cosmétique ou c'est pas juste une gloire de se dire tiens, j'ai le plus grand nombre de licornes dans le monde des biotech. C'est-à-dire que sans ces licornes-là, on finance pas les pépites de demain. C'est ça. C'est Sacha. exactement ça, Grégoire. À savoir que lorsque vous êtes une licorne, finalement, vous pouvez diluer votre capital de 15%. Donc, on rappelle, une licorne est une société qui vaut plus d'1 milliard de dollars. Et donc, dès lors que vous valez 1 milliard de dollars, vous pouvez lever dans la foulée 150 millions de dollars. Avec 150 millions de dollars, vous pouvez faire en sorte d'étendre votre pipeline, investir dans le développement, etc. Disons que ça change totalement la donne. En France, on fait des opérations aux alentours de 20, 30, maximum 50 millions d'euros. Voilà, c'est un peu ce qu'on constate. 32 licornes en Europe versus 92 en Asie et 182 aux États-Unis. En biotech, c'est quand même... voilà,
on doit pouvoir faire en sorte de rattraper au moins. En France, par exemple, admettons, nous n'avons qu'une seule licorne. On ne peut que le déplorer. C'est Valneva. Qui est dans les vaccins Covid. Et au total, eh bien, on constate que 10% seulement, donc une biotech sur 10 cotée en Europe, est une licorne. Alors qu'aux États-Unis et en Asie, un tiers des biotech sont des licornes. Donc c'est là où véritablement, d'un point de vue compétitivité, je pense qu'il y a mieux à faire et qu'on pourrait... Je ne sais pas quelle a été la biotech française la mieux valorisée. Vous dites aujourd'hui c'est Valneva, mais dans d'autres temps, ce fut Genfit, DBV. Mais à chaque fois, 1 milliard... ça a été un plafond d'une certaine manière. On n'est jamais allé tellement au-delà sur la valorisation d'une biotech française en bourse. Peu ou prou, on est arrivé, alors avec DBV et Genfit, DBV est monté jusqu'à un peu plus de 2 milliards d'euros. Okay, mais après, elle n'a pas tenu, c'est ça aussi le drame de l'histoire. Il n'y a pas eu la relève derrière espérée. Valneva arrive et il y aura une salve de résultats, notamment sur son vaccin Covid, avec des résultats qui devraient intervenir là au mois d'avril. Ça sera le juge de paix, mais il nous faut absolument des biotech licornes pour être compétitifs en France et en Europe. Bon, et vous nous l'avez dit aussi, mais il faut le rappeler, l'enjeu pour beaucoup de biotech, effectivement, celles qui sont... impliqués massivement dans l'activité Covid, que ce soit sur le plan des vaccins, des tests ou autres, va y avoir un moment de vérité très important. Soit c'est leur cœur de business, et évidemment c'est crucial, soit ce sont des activités vers lesquelles elles ont pivoté, et là aussi il y aura un rendez-vous avec les marchés quand même cette année. Exactement, il y avait eu en 2020 de grandes anticipations sur les sociétés qui s'étaient lancées sur les traitements, dans le diagnostic et également dans les vaccins. Maintenant, l'heure de vérité arrive en 2021 avec les premiers résultats cliniques. Alors malheureusement, on a eu Abivax qui a publié des résultats négatifs pour le moment dans un traitement du Covid. Là, ce qu'on va avoir dans un autre traitement, ça va être Biofitis qui va publier dans les prochaines semaines, prochains jours, des résultats de phase 2-3 sur la première étude intermédiaire qu'ils vont publier. Donc là, 2021 est véritablement le gros marqueur de... On avait anticipé en 2020, maintenant, les résultats arrivent. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça passe? Ou est-ce que ça casse? Un moment de vérité sur les marchés pour les biotech et les biotech françaises notamment, qu'on suivra avec vous, bien sûr, Sacha. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Sacha Pouget, directeur associé chez Calisté Biotech Advisors, dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Très bon début de soirée. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.